Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? En ce dimanche matin, j'ai effectué le montage de l'épisode avec Dorothée qui est administrateur ad hoc. Quel épisode! Alors j'ai évidemment découvert un métier totalement inconnu, mais ça va bien au-delà. J'avoue avoir encore été émue à la réécoute. Émue par le destin compliqué de ces enfants qui font face à la justice et peuvent être amenés à attaquer leurs propres parents. Quelle horreur! Émue aussi de me rendre compte de l'énorme chance que j'ai, grâce au podcast, de pouvoir rencontrer des personnes aussi riches. Riches de leurs convictions, riches de leur générosité. Parce que croyez-moi, pour effectuer ce métier, je peux vous dire qu'il en faut, quand on voit l'énergie que ça demande et la si faible reconnaissance qu'ils obtiennent en retour. Dorothée nous explique à quel point son engagement est fort et indispensable, celui de protéger l'intérêt de l'enfant mineur, d'être son rempart dans le cadre de la justice quand sa cellule familiale dysfonctionne parfois très gravement. Beaucoup de chemin reste à parcourir pour professionnaliser cette fonction, développer des formations spécifiques, mieux la rémunérer pour leur permettre d'exercer leur vocation dans de bonnes conditions. Dorothée, mille merci d'avoir pris le temps de nous ouvrir les coulisses de ton métier très noble et un gros bisou à Hello qui a permis notre rencontre. Je vous souhaite une super écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Dorothée! Bonjour Julie, enchantée! Enchantée aussi. Alors Dorothée, tu es la première invitée pour qui je n'avais même pas connaissance de l'existence du métier. Et quand tu m'as dit que tu exerçais le métier d'administrateur ad hoc, alors j'avoue que j'avais les yeux bien écarquillés parce que même le nom ne me permettait pas de comprendre de quoi il s'agissait et je ne l'avais jamais entendu non plus ce nom. Alors bon, je dois avouer aussi que ce nom, j'ai vu des noms un peu plus sexy quand même de métiers, voilà, mais bon. Et puis on a discuté ensemble au téléphone et tu m'as envoyé des documents de présentation et là j'ai réalisé que ton métier était beaucoup plus sexy que son nom ne le laissait présager et surtout très noble et je trouve indispensable pour des enfants mineurs en souffrance, mais on va en parler. Alors pour tout cela, Dorothée, un grand merci de nous ouvrir les coulisses de ton métier. Et avant qu'on démarre l'interview, moi je voulais juste faire un gros bisou à notre super copine Héloïse, grâce à qui on se rencontre aujourd'hui. Tout à fait. Salut Hello. Alors Dorothée, on va vite rentrer dans le vif du sujet parce que tout le monde comprenne à quoi correspond ton métier d'administrateur ad hoc. Est-ce que tu peux nous en donner une description, une définition ? Oui, un administrateur ad hoc, c'est vrai que le nom est un peu obscur. Alors déjà, en ce qui me concerne, c'est un métier dans la protection de l'enfance. Administrateur ad hoc, ça veut dire pour cela. Donc ça veut dire qu'on intervient ponctuellement. Et en l'espèce, on intervient dans le cadre d'un procès et on intervient dans des cas bien précis. On intervient quand l'enfant mineur, donc l'enfant qui a moins de 18 ans et qui n'a pas la capacité juridique, ne peut pas être représenté par ses parents. Normalement, dans un procès classique, si un enfant est représenté par ses parents, quand ses parents sont maltraitants ou totalement absents, etc., un magistrat désigne une tierce personne donc qui est habilitée pour représenter cet enfant dans un procès. Donc après, ça peut être plusieurs types de procès, ça peut être des contestations de paternité, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être en droit des étrangers, des demandes de droit d'asile, ça peut être en termes de succession aussi, notamment quand il y a un conflit d'intérêts, par exemple, entre le parent survivant et l'enfant. Donc c'est assez varié en termes juridiques. Et toi, quel est ton rôle exactement? Parce que c'est là où moi j'arrivais pas bien à comprendre quelles étaient les frontières entre ton rôle, celui de l'avocat, celui d'un tuteur, enfin juste quelle est ta place en fait? Alors la différence avec la tutelle mineure, c'est que la tutelle mineure, c'est une représentation continue.
Si demain j'étais amenée, par exemple, à prendre la charge de la tutelle d'une de mes nièces parce que ses parents étaient décédés, dans ces cas-là, je la représenterais pour tous les actes personnels et patrimoniaux jusqu'à sa majorité. Alors que l'administrateur ad hoc, c'est ponctuel, on représente l'enfant le temps du procès. Et ensuite, ses représentants légaux, soit ça demeure ses parents, soit c'est l'aide sociale à l'enfance, etc. La question sur la distinction avec l'avocat, effectivement, moi de formation, je suis avocate. Là, je ne suis pas du tout, je désigne un avocat justement pour le procès. Moi, c'est comme si j'étais le parent. En fait, le parent, je remplace le parent défaillant, donc je dois désigner l'avocat. Je le mandate, je dois demander des dommages et intérêts pour l'enfant, pour réparer le préjudice qu'il a subi. Donc, je suis en fait le mandant de l'avocat. Et du coup, on a un certain nombre de choses où on a la main mise. C'est nous qui décidons si on interjette appel, si on fait une demande d'expertise, etc. On est le représentant juridique, mais le représentant juridique ponctuel. D'accord. Ton action, c'est effectivement de défendre les intérêts de l'enfant, comme un parent pourrait le faire en situation normale, effectivement. C'est de dire, oui, je n'accepte pas la décision, je fais appel, je souhaite aller plus loin, je demande ci, je demande ça. D'accord, ok. Tout à fait. Ok. Et alors, qui, quelque part, déclare que l'enfant a besoin d'un administrateur ad hoc? Alors, tu disais tout à l'heure un juge, c'est ça? Alors, nos prescripteurs, c'est exclusivement les magistrats. Alors, ça peut être, des magistrats du tribunal correctionnel. Là, on a eu une désignation il y a 10 jours dans une affaire de délaissement parental. Ils sont aperçus au jour de l'audience que l'enfant n'était pas représenté, donc on va intervenir. Ça peut être le juge aux affaires familiales, ça peut être le tribunal pour enfants. Voilà, donc c'est toujours des magistrats. Et avant de pouvoir exercer cette fonction, on est habilité par la cour d'appel, soit en tant que personne morale, ce qui est notre cas, puisque nous, on le fait à plusieurs en équipe au sein d'une association, soit en tant que personne physique, en libéral, voilà. Ok. Et alors, à quel moment tu interviens dans la procédure ? Est-ce que c'est forcément juste au démarrage du procès? Est-ce que ça peut être avant? Est-ce que ça peut être, tu semblais dire aussi pendant un procès, c'est-à-dire, donc à quel moment tu interviens? Alors, dans l'idéal, ce qui est bien pour l'enfant qui a déjà de nombreux interlocuteurs, c'est quand on peut être désigné par le procureur de la République dès le début. Le procureur, lui, il s'occupe de diriger les enquêtes. Donc, si on peut être désigné au niveau au stade de l'enquête de police, donc avant que ça rentre au niveau de la justice, là, c'est bien parce qu'on connaît le dossier de A à Z et puis on suit l'enfant surtout de A à Z. Nous, mais ce n'est pas vrai pour tous les départements, nous, on n'est jamais désigné à ce stade-là. Donc, on est désigné soit au niveau de l'instruction, quand c'est le domaine pénal, soit au niveau de l'audience, c'est très variable. Alors, quand tu dis l'instruction, là, concrètement, c'est l'enquête, quoi, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'instruction? Alors, l'instruction, en fait, déjà, c'est dans le domaine pénal. Ouais. C'est pour tous les crimes et pour les délits qui sont compliqués. Et c'est l'enquête qui, cette fois-ci, est judiciaire, c'est-à-dire que c'est un juge d'instruction qui s'empare de l'enquête et puis qui lance des commissions rogatoires, qui lance des mandats pour avoir plus d'éléments et qui doit essayer de découvrir un peu la vérité. Puis c'est lui qui décide aussi si après il renvoie en jugement ou non devant une juridiction. Donc, c'est des phases qui sont assez longues, les phases d'instruction, assez douloureuses parce que c'est là où il y a des confrontations avec l'auteur, etc., des expertises, évidemment. Et puis, c'est toutes les affaires complexes. Parce que je trouve qu'il y a un point qui est essentiel, c'est un sentiment de confiance, enfin une relation de confiance qui doit s'installer avec l'enfant, et ça, j'imagine que ça s'installe avec le temps. Je veux dire, à un moment donné, tu arrives dans une situation qui est très délicate, qui est celle d'attaquer potentiellement son entourage. Tout ça doit s'installer beaucoup dans le temps et doit nécessiter beaucoup de travail, de tisser des liens avec les enfants. Alors, comment ça se passe, ça, justement? Alors, dans la théorie, c'est ce qui sera le mieux. Dans la pratique, non, on n'a pas toujours le
autant de temps qu'on voudrait pour créer des liens avec l'enfant. Donc, la première chose, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur les éducateurs. Parce que quand c'est des familles déjà difficiles et qui sont suivies par des éducateurs, puisque là, on se renseigne, on appelle les institutions, eux, pour le coup, c'est des référents sur le continu. Donc, nous, on dit qu'on s'occupe de la partie juridique, mais eux nous aident pour nous donner des nouvelles de l'enfant. Et pendant les audiences, même souvent, ils viennent. Et quand l'enfant, souvent, il se met même souvent plus proche d'eux. S'il n'est pas bien pendant l'audience, ils sortent plus avec l'éducateur. Et nous, on dit, on reste pendant l'audience, vous inquiétez pas, on vous retranscrira tout, etc. Donc, on n'est pas l'interlocuteur dont ils sont le plus proches. Et ils ne nous voient pas forcément beaucoup, ils peuvent nous voir 3 fois, mais ils ne nous voient pas toujours beaucoup. Après, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on est les représentants juridiques. Donc, les enfants, en fait, ils ne tiennent pas les rênes de la procédure. Et parfois, ça peut les servir, c'est-à-dire que plusieurs fois, dans des cas de viol, etc., des petites filles qui nous disent « mais moi, je ne veux pas intenter un procès contre mon père, je ne veux pas qu'il aille en prison ». Nous, on dit, mais ce n'est pas toi qui intente le procès, on n'a pas la capacité juridique, c'est nous. Et c'est vrai que moi, une des anecdotes qui m'a marquée et qui est assez révélatrice, c'est que on peut être amené à leur faire visiter le palais de justice pour leur dire voilà comment ça va se passer, voilà où les juges vont être positionnés, qu'est-ce qu'un procureur, etc. Et on était, donc là, c'était le jour d'une audience, et donc j'avais dit à la petite fille, là, il y aura l'accusé. Elle me dit ah mais c'est pas une petite fille de 7 ans violée. Elle me dit mais c'est pas moi l'accusé, comme c'est moi qui accuse. Alors je lui ai dit ah bah non, toi t'es la victime, ce que je lui avais pas redit parce que c'était une évidence, mais ça prouve bien la confusion qui peut régner dans l'esprit. Et je lui avais bien reprécisé, ce n'est pas toi qui envoies ton père en prison, c'est 3 magistrats qui vont le faire en fonction d'une loi. Et la justice, c'est pas toi qui l'a déclenché. Voilà, c'est le procureur qui a décidé de poursuivre. Parce que le problème qui se pose, c'est que dans ces affaires intrafamiliales, la famille, elle est amenée à voler en éclats. Alors, moi, j'estime, mais c'est mon opinion personnelle, que c'est un clash qui est nécessaire. Et bon, c'est vrai qu'un procès, c'est intimidant, c'est assez solennel, etc. Mais c'est justement parce qu'il est vraiment particulièrement nécessaire de réidentifier la victime, qui n'a pas toujours ce sentiment-là, qui a parfois un plus gros sentiment de culpabilité, de bien réidentifier l'auteur, etc. Mais donc, c'est pour ça que le procès, c'est un peu manichéen, alors qu'il y a quand même des liens d'affection dans les familles, mais c'est quand même, à mon sens nécessaire, parce qu'on voit que souvent, il y a quand même chez les enfants un sentiment de culpabilité. Alors, ce qui marche bien pour les aider, on dit, t'as pas envie de le faire, fais-le pour ta sœur et ton petit frère, fais-le pour d'autres enfants, parce que sinon, eux vont être victimes à leur tour. Et ça marche pas mal. Un sentiment de protection, quoi, des autres. Ne pas le faire pour soi, mais le faire pour les autres. Ouais. Exactement. Et alors, tu disais effectivement, dans le cadre de familles, en fait, qui peuvent voler en éclats, moi, j'avais déjà vu des reportages où il peut y avoir des tabous, en fait, justement, d'inceste, et où on demande à l'enfant, on le met en protection au sein de la famille, mais par contre, on lui demande de ne pas en parler pour que les choses ne s'ébruitent pas, ce qui fait également beaucoup de dégâts chez l'enfant à terme, de devoir en plus cacher ça, comme si c'était à elle de cacher ce secret. Et du coup, j'ai découvert effectivement que même dans le cadre d'un inceste paternel vis-à-vis d'une fille, la maman ne peut pas représenter l'enfant, je crois. Oui, parce qu'alors, même la maman, si elle le savait, elle peut être poursuivie pour omission de porter secours. On a beaucoup de dossiers pour non-dénonciation de crimes, etc., quand la mère a été passive. Mais de toute façon, elle ne pourra pas représenter l'enfant. Et c'est souvent le cas. On a eu le cas aussi d'un dossier. C'était un cousin qui avait abusé de sa cousine. Et les parents avaient tout de suite extrêmement bien réagi, déposé plainte, etc. Malgré tout, on a été désignés en disant, et ils ont dit, c'est pas une mesure de défiance vis-à-vis des parents, c'est parce que voilà, la mère de l'auteur, c'est votre sœur avec laquelle vous entendez très bien. On va éviter, on va opter pour la neutralité. C'est pour ça que même dans ce cas-là où les parents avaient été totalement diligents, on est tout de même intervenu.
Et c'est vrai qu'en fait, moi, je le voyais plus comme une punition, donc une défiance, comme tu le disais. Mais j'ai réalisé en lisant plusieurs fois plusieurs documents, en fait, que oui, vous jouez ce rôle de neutre, quoi. Et il n'y a pas d'impact vis-à-vis voilà, des familles. C'est vous qui endossez un peu le mauvais rôle, quoi, quelque part. Alors, neutre, on est quand même en faveur de l'enfant. C'est Mm. pour ça que parfois, il y a des petites, je dirais peut-être pas de tension, mais des petits désaccords avec les éducateurs qui, eux, ça rentre dans leur mission de travailler avec les parents. Nous, on ne travaille pas avec les parents, on n'essaye pas d'arrondir les angles, etc. Nous, on n'a qu'un angle, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, les dommages et intérêts, on ne regarde pas les revenus des parents, etc. On n'essaye pas de... Voilà, on est moins dans on n'est pas dans le travail avec la famille, on représente uniquement les mineurs. Et c'est pareil, moi, je tiens pas mal à ce que ça soit bien clair. Les parents, eux, s'ils ont un préjudice aussi, de toute façon, juridiquement, ils prennent un autre avocat. Donc, on a très peu de liens avec les parents, sauf éventuellement s'il faut assurer un accompagnement, des choses comme ça. Mais chez l'avocat, quand on se retrouve chez l'avocat, il reste toujours dans la salle d'attente. On a des process bien, bien stricts. Oui, et tu as raison, c'est là où on prend tout son sens, le fait que toi tu travailles, que ce soit ton rôle à toi versus celui des tuteurs, puisque justement les tuteurs ils travaillent au quotidien avec l'enfant, et j'imagine que ça compliquerait vachement les relations, qu'ils endossent ce rôle-là en fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Okay. Et puis c'est compliqué effectivement les éducateurs parce qu'il y a toute une partie administrative dans notre travail. On pourra en parler de recouvrement des dommages et intérêts notamment, qui nécessite de faire des procédures parce que souvent les auteurs sont insolvables. Donc quand on a obtenu par exemple 8 000 € pour une petite fille, il faut saisir ce qu'on appelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, qui est chargée d'indemniser ce type de dommages. Donc, tu as tout un dossier à monter, etc. Donc, toute cette partie, elle est aussi un petit peu longue. Toute la partie juridique, concrètement, puis il faut suivre les délais de recours, etc. Donc, c'est pas mal quand on peut en alléger les éducateurs. Et puis, les éducateurs, comme ça, sont moins en porte-à-faux avec justement la famille. C'est bien distinct, mais ça fait un interlocuteur de plus pour l'enfant, en revanche. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer le plus concrètement possible tout ton travail, tout le long en fait de la procédure et du jugement, combien de temps ça dure et justement par toutes les phases par lesquelles tu passes? Eh bien, en fait, ça commence par un acte juridique, ça commence par une ordonnance de désignation. Donc, c'est le mandat qu'on a, qui émane d'un magistrat, souvent d'un procureur, et avec un libellé de mission qui est assez précis. Donc, à ce moment-là, on a la date de naissance de l'enfant, son nom, mais on n'a pas d'acte de naissance, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est placé, on ne sait pas, etc. Donc, quand on reçoit cette désignation, la première chose qu'on fait, on remercie le magistrat, on lui dit qu'on accepte la mission. La deuxième chose… Et alors, attends, Dorothée, excuse-moi, tu acceptes la mission, mais tu ne sais pas de quelle nature elle sera, là, à ce Si, stade. je sais le type d'infraction. Je sais le type d'infraction. Ok. Donc, ça veut dire que tu peux refuser? Oui, ça arrivait de refuser, par exemple, en droit des étrangers, qui est une matière assez technique, et toute la procédure avec l'OFPRA, l'Office des réfugiés, etc., ça se déroule en banlieue parisienne, ce qui est un peu plus compliqué pour nous qui sommes sur Clermont. Donc, et puis, il y a des associations plus qui sont spécialisées dans ce contentieux. Donc, c'est arrivé qu'on refuse ce type de dossier, qu'on aiguille le magistrat vers des gens spécialisés là-dedans, du coup, en droit des étrangers. Donc, cette première étape, on est mandaté par le magistrat, on reçoit cette désignation. Et après, donc, c'est un petit peu… Donc, on accepte auprès du magistrat, première chose, et ensuite, on désigne l'avocat en lui disant « Est-ce que vous acceptez cette mission ?» On lui précise bien qu'il part de maintenant, on vous demande de vous constituer partie civile. Se constituer partie civile, ça veut dire devenir partie dans le dossier. Ça veut dire pouvoir demander une indemnisation. Une partie civile, c'est un synonyme de victime. Hein. Et puis, ça veut dire avoir accès au dossier aussi.
Donc voilà, donc l'avocat va faire ça, il va avoir du coup une copie du dossier où là on aura plus d'éléments. Et puis après, nous, c'est système D, hein, on appelle les centres d'enfance, on appelle les différents éducateurs. Là, on a un petit peu un réseau de contacts en disant est-ce que vous suivez cet enfant, est-ce que cet enfant est placé, par exemple, au centre de l'enfance à Chamalières voilà, est-ce que vous le suivez en aide éducative en milieu ouvert? Ça, c'est l'hypothèse où les enfants ne sont pas placés, mais il y a un éducateur qui vient régulièrement dans la famille qui avait été détecté comme famille avec des problèmes. Donc, on fait comme ça et on essaye d'avoir le plus d'éléments possible pour pouvoir voilà, mettre en place le suivi du dossier. Après, soit on a l'audience tout de suite, soit on l'a pas. Donc l'idée, nous, c'est surtout de préparer cette audience, en fait. Et Dorothée, quand tu dis soit on a l'audience tout de suite, il y a des délais qui peuvent être très très courts. Enfin, Ah bah oui, là on a une désignation il y a la semaine dernière, c'est fin mars, et là c'est pareil, on est un peu dans le système D cette semaine on sait même pas où est la jeune fille, on sait pas où est la mère, et on a l'auteur et le père, donc on essaye d'appeler un peu de partout et puis voilà voir. mais pourtant, la justice connaît ces informations. Ils savent bien où elle est, non? Oui, mais après, faut arriver à les joindre, etc. Alors, il y a une disposition qui nous aide aussi, c'est que tous, dans la protection de l'enfance, on est tenus par le secret professionnel. Donc, quand on ne se connaît pas très bien, appeler le centre de l'enfance et dire vous avez tel enfant, faut quand même se connaître un petit peu. Mais depuis 2007, il y a une notion qui existe qui est le secret partagé. C'est-à-dire entre professionnels de protection de l'enfance, on a le droit de se transmettre des informations utiles, nécessaires, etc. Donc, nous, au besoin, voilà, on transmet notre ordonnance de désignation en disant on a effectivement besoin de quelques informations qui sont toujours confidentielles. Hein, donc voilà, donc par ce biais, ça nous facilite un petit peu la tâche pour avoir des informations. Donc ça, c'est pas mal. Et puis alors après, ça dépend vraiment de la longueur du procès, mais le but déjà, on a un gros rôle pédagogique, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi on est là, que justement c'est nous qui nous occupons de la procédure, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc après, c'est très variable. Si on est dans le domaine pénal, qu'il y a une instruction, il va falloir beaucoup plus préparer l'enfant en lui disant bon, tu vas être un peu titillé, ça va pas, tu n'es pas obligé de te souvenir précisément, etc. Donc il faut vraiment préparer en disant peut-être qu'en face il va nier. Voilà, donc ça, on a tout un travail de préparation. Ce qui nous ennuie beaucoup, c'est que en phase d'instruction, les magistrats, donc je leur fais un appel parce qu'il y a une disposition juridique pourtant qui existe, ne nous laissent pas toujours entrer dans leur cabinet. Peut-être qu'ils ont peur qu'on influence l'enfant en lui disant ne dis pas ça ou dis ça. Je ne sais pas. En tout cas, légalement, on devrait être tenu de rentrer. Et c'est surtout qu'on signe le procès verbal à la fin d'audition de la partie civile, puisqu'on est le représentant juridique, sans parfois avoir assisté à l'audition. Donc ça, c'est très très problématique parce qu'une audition, elle retranscrit pas les larmes, elle retranscrit pas les silences, etc. Enfin, ça peut être écrit éventuellement, mais il y a toute une série de choses et c'est très ennuyeux pour nous. Et pourtant, Dorothée, quand si c'était les parents, les représentants, ils le seraient à l'audition, non? Pas forcément. Non. Donc ça, c'est vrai que pourtant, logiquement, on devrait y avoir droit. Donc ça, voilà. Ça veut dire que à l'audition, il est seul face au magistrat, cet enfant? Non, parce qu'alors, il peut avoir l'auteur, mais il y a aussi l'avocat. Donc ce qu'on lui explique aussi, c'est que physiquement, il sera jamais à côté de l'auteur. Et il ne croisera jamais son regard, puisqu'ils vont regarder droit devant, et il n'y a que le magistrat qui pose des questions à l'un ou à l'autre. Donc, ils ne seront jamais l'un en face de l'autre, etc. Bon, néanmoins, c'est des moments qui sont très douloureux. Donc, c'est vrai que c'est aussi compliqué quand il y a des renvois, des choses comme ça, parce que l'enfant, il attend que ça, il attend que la fin du procès aussi pour mettre le point au bout de sa ligne. Et les délais judiciaires font
parfois, il faut vraiment prendre son mal en patience. Nous, on passe beaucoup de temps aussi à appeler les services d'instruction et de dire, bon, bah, ça en est où là? Parce que ça fait 1 an et demi et on n'a pas moyen de pression juridique, sauf à faire clôturer l'instruction, ce qui n'est pas à notre avantage. Mais voilà, quand c'est des crimes, il faut compter 2 ans avant le délai de jugement. Et ce qui peut nous poser problème aussi, c'est quand on a des jeunes pour lesquels on est désigné à 16 ans, s'ils ont 18 ans au moment du procès, là, on ne peut plus les représenter. Ah, c'est la limite, c'est 18 ans, la majorité, ils se représentent eux-mêmes, quoi, en fait. C'est ça. Voilà, et c'est la limite coup près. Donc, on peut pas, on peut éventuellement, d'un point de vue moral, dire je t'accompagne tout de même aux assises, mais voilà, à partir de la majorité, on n'intervient plus et c'est beaucoup de dossiers comme ça où on ne peut plus finalement continuer à accompagner les jeunes parce qu'ils ont atteint la majorité. Et quand ça dure 2 ans, quel est ton rôle ou quels sont les contacts que tu as avec l'enfant pendant ces 2 années-là? Est-ce que ces contacts-là ne sont que au moment des audiences, enfin au moment du tribunal? Est-ce qu'il y a des contacts entre les deux? Voilà, comment ça se passe cette relation de Alors, long terme? ce qui nous facilite un peu, on n'est ni l'assistante sociale ni l'éduc, donc nous, le contact, il est pour les rendez-vous juridiques. C'est pour ça que quand on me dit c'est pas trop dur, je dis c'est beaucoup moins dur qu'un éducateur parce que nous, quand s'il a une baisse de morale, etc., c'est pas nous qui l'appelle, il nous connaît moins. Nous, on le voit de manière très concentrée avant l'audience pour préparer, le jour de l'audience, et puis sur un temps limité de sa vie, et puis après voilà, c'est clôturé. Et donc voilà, et puis après il vient pas toujours à l'audience, ça dépend de son âge. Quand on a des enfants de 4-5 ans, évidemment. Ils ne viendront pas. Donc, ils nous connaissent plus ou moins et on échange soit avec eux, soit avec les éducateurs. On essaye le plus possible de créer cette relation. Alors, en ce moment, c'est impossible, depuis 1 an et demi, de les recevoir dans nos locaux, dans les locaux de l'association. Mais c'est vrai que cette relation, pourtant, elle est très importante et puis qu'ils puissent croiser un adulte référent qui soit fiable, qui soit dans la justice. Et ça, c'est important. Ouais. Alors, dans les étapes, effectivement, donc tu les accompagnes pendant tout le temps du procès, c'est ça? Enfin, je ne sais pas si c'est les bons termes. À la fin du procès, qu'est-ce qui se passe? Tu disais tout à l'heure, effectivement, que tu pouvais réclamer des indemnités. Une fois que tu as ces indemnités, quelle est la suite, en fait? Est-ce que là, ton intervention s'arrête? Est-ce qu'elle peut aller plus loin? Alors, c'est un peu flou, ça fait partie des parties floues du métier, qui n'est pas tout à fait un métier, c'est plus une fonction où il n'y a pas de formation obligatoire ou préalable, donc il y a une disparité suivant les territoires, ça c'est sûr. La question, c'est une fois qu'on a ces dommages et intérêts, qu'on a recouverts, donc par ces fonds de garantie, puisque la société considère que les victimes doivent être indemnisées, notamment pour les viols, les choses comme ça. La question, c'est est-ce qu'on place l'argent, est-ce qu'on gère l'argent, sachant que si on a un enfant de 4 ans, s'il faut gérer l'argent, suivre les comptes jusqu'à 18 ans, ça peut être assez lourd administrativement. Ça veut dire si à 17 ans, il nous appelle, j'ai besoin de sous pour mon permis, c'est là où on passe sur de la tutelle, en fait. Donc, c'est autre chose. Nous, dans les administrateurs ad hoc, il y en a beaucoup qui, en parallèle, sont mandataires judiciaires à la protection des majeurs. C'est-à-dire, ils s'occupent de représenter les intérêts de certains majeurs dont les facultés mentales sont altérées. Donc, eux, ils ont l'habitude de cette gestion de fonds. Nous, on essaye de l'éviter et à ce moment-là, on l'a fait pendant longtemps, puis à suivre des échéanciers à 30 € par mois pendant 10 ans. Mais c'est pas très intéressant et c'est lourd. On essaye de demander au juge aux affaires familiales de désigner un tuteur au bien, type l'UDAF, qui est l'Union des associations familiales, des choses comme ça. On essaye de se dédouaner de cette mission avec quand même des exceptions. Il faut savoir que si on gère l'argent d'un enfant de 4 à 18 ans, on sera payé 200 € par exemple.
Donc voilà, c'est aussi je suis obligée d'en parler, un des points noirs de la fonction. On va en reparler justement de toute cette partie très très concrète du métier, quoi. Alors tout à l'heure, tu disais effectivement un cas que je n'avais pas du tout imaginé, c'était les mineurs immigrés qui sont seuls sur le territoire. Alors tu disais qu'effectivement il y avait des associations qui étaient un peu plus spécialisées. Est-ce que quand même toi tu as eu l'occasion d'en gérer des dossiers comme ça, ou au moins est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça s'appelle les mineurs non accompagnés, ceux qui arrivent sur le territoire. On n'a pas géré de dossier comme ça. En revanche, en septembre, on a suivi une formation parce que ça devient une priorité et le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, a dit gratuitement, dans le territoire en France, on forme les administrateurs ad hoc sur la demande de droit d'asile. Donc l'idée, en fait, c'est qu'ils puissent obtenir un statut de réfugié, etc., pour après pouvoir être protégés et pouvoir rester en France. S'ils sont mineurs non accompagnés, si leur minorité est démontrée, de toute façon, ils dépendent du département, ils dépendent de l'aide sociale à l'enfance, ils ont le droit à la protection. Mais après, en revanche, c'est très important qu'ils puissent avoir la qualité de réfugié pour pouvoir avoir certains droits, notamment celui de rester en France. Mais après, il faut aussi connaître toutes les données géopolitiques. Est-ce qu'ils sont vraiment en état de persécution dans leur pays? Par exemple, quand ils viennent, ces jeunes filles qui viennent du Nigeria, qui sont par exemple excisées, etc. Voilà, donc il faut connaître un certain nombre d'éléments. Voilà, donc on s'y mettra peut-être dans ce type de dossier. Pour l'instant, en fait, il y a une répartition qui se fait assez naturellement puisqu'il y a des associations. Il y en a clairement qui s'appelle C'est Clair, notamment, qui traite exclusivement ce type de contentieux, donc qui a l'habitude. Alors, dans les enfants que tu accompagnes, c'est quoi la limite d'âge minimum? Est-ce que tu peux être amené à accompagner un enfant de moins d'1 an? Bien sûr, on en a accompagné beaucoup d'enfants de moins d'1 an qui sont placés tout de suite, etc. Et c'est aussi tout l'intérêt, c'est de pouvoir les représenter et de dire qu'on porte leur parole à ce moment-là. Bien sûr, des enfants qui ont été maltraités dans tous les sens, etc. Voilà. Puis après, il y a la question de l'évaluation du préjudice. Alors ça, c'est une matière très technique qui s'appelle l'évaluation du préjudice corporel. Il faut arriver à distinguer, on est aidé par les avocats évidemment, les différents types de préjudice, le préjudice scolaire, le préjudice sexuel, le préjudice moral, le préjudice… Et ça, je trouve, ça paraît technique, mais c'est aussi, je pense, important pour l'enfant de savoir que tel type de préjudice est reconnu. Voilà, donc que ça soit écrit noir sur blanc, je trouve que pour lui, dans le présent ou dans le futur, c'est très important de réidentifier les choses. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Par exemple, préjudice scolaire, qu'est-ce que ça signifie? Ça va être par exemple parce qu'il est perturbé dans ses études, il a des difficultés de concentration dues à son traumatisme et du coup, il est obligé de redoubler ou d'aller dans une section spécialisée, etc. C'est un préjudice scolaire, quoi, par exemple. Je comprends. Oui, donc en fait, ton rôle, c'est effectivement de montrer l'importance du préjudice subi pour pouvoir derrière obtenir justice et notamment des dommages et intérêts, mais pas que, quoi. Reconnaissance du statut de victime aussi, quoi, j'imagine. Voilà. Du statut de victime, on peut malheureusement pas réparer en nature ce qui leur est arrivé. Donc, il n'y a qu'une possibilité, c'est cette réparation, c'est la réparation de cette manière, quoi. Mais c'est aussi beaucoup de leur redire aux enfants ce qui semble une évidence. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu une petite Afghane de l'âge de 15 ans qui fréquentait un garçon, enfin comme ça, ils allaient au McDonald's, rien de bien méchant. Son père, ça ne correspondait pas du tout à sa culture, donc il la faisait suivre déjà. Elle est revenue, il lui a mis un couteau sous la gorge en disant « je vais te marier de force, tu vas aller dans tel pays, etc. » Donc cette petite, elle a appelé quand même les services sociaux, c'est comme ça qu'on a été désignés. Et elle était, c'est vrai, elle se sentait très coupable, etc. Et puis bon, ils ont été condamnés à des lourds dommages et intérêts. Et puis cette jeune fille a été placée. Et à la fois, elle aimait ses parents.
Mais on lui a bien expliqué, on lui a dit ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Tu l'entends de nous, mais tu vas le réentendre de la part du tribunal correctionnel. Hein. Ça ne veut pas dire que tes parents n'ont pas des qualités par ailleurs, mais ça, en France, c'est pas possible. C'est pas possible de te mettre le couteau sous la gorge et de t'interdire de parler avec un garçon. Donc c'est quand même violent, hein, puisque aujourd'hui elle est en foyer. Mais c'est ce qu'on lui a dit aussi. Eh ben, tu vois, pour tes petites sœurs, si tu penses que tes parents vont faire pareil, c'est peut-être pas ce que tu leur souhaites. Donc il faut peut-être passer par là et peut-être que ça va les faire évoluer, justement parce qu'il y a des éducateurs qui vont intervenir pendant ce placement, qui vont aider la famille à évoluer. Si elle évolue, tant mieux. Mais c'est inéluctable, c'est douloureux, mais c'est inéluctable parfois de passer par là. Quel conflit de loyauté. Pour cette jeune fille, honnêtement, je la trouve super courageuse. Je suis aussi agréablement surpris que ce soit elle qui ait fait la démarche, tu vois. Ce qui veut dire quand même que la communication sur les droits des enfants commence un petit peu à passer quand même, pour qu'elle soit au courant. C'est important puisqu'il faut dire aux gens, c'est qu'avant, il y avait les gens, quand ils dénonçaient, ils se sentaient dans un système de délation, ils n'aimaient pas bien. Faut pas avoir peur quand on a un doute, je parle même d'un doute, parce qu'à ce moment-là, on signale à l'aide sociale à l'enfance. Au niveau du département, il y a une cellule de recueil des informations préoccupantes qui s'appelle la CRIP. Et là, quand on fait ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante, il va avoir toute une évaluation, toute une enquête par une commission pluridisciplinaire, etc. Donc, ils vont analyser s'il y a matière effectivement à danger ou pas, etc. Et c'est eux qui vont décider s'ils proposent une protection au niveau du conseil départemental ou si au contraire, il y a vraiment un danger très fort et qu'il faut immédiatement le signaler à la justice. Mais je veux dire, quelqu'un dans le quotidien, un citoyen, une institut qui a des doutes, elle peut très bien saisir cette CRIP au niveau du département sans se dire « mais je ne suis pas sûre à 100% » puisqu'on ne l'est jamais. Hein. Donc voilà, c'est ce qui ne s'est malheureusement pas passé pour la petite Fiona à Clermont-Ferrand, voilà, dont il y a eu le procès il n'y a pas longtemps. Donc les gens, il ne faut pas hésiter. Le signalement à l'autorité judiciaire, c'est plus engageant. Le signalement au niveau du département, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vrai qu'on se demande toujours, dans le cas par exemple du procès de Fiona, comment ça a pu passer inaperçu, mais je pense que ça arrive plus souvent, parce que chacun à notre niveau, on se dit on a un doute, on le sait pas, alors du coup on va pas faire l'erreur. C'est bête à dire, hein, mais on va dire on va pas mettre dans l'embarras une famille, alors qu'en fait, oui, je pense que il vaut mieux protéger que. Voilà, il vaut mieux protéger. C'est pas de la délation. Il y a des campagnes un peu de pub pour dire voilà, on change un peu de discours. C'est pas de la délation que de le faire. C'est un devoir citoyen. Alors pour revenir un peu à la relation que tu peux avoir avec ces enfants, j'imagine que parfois ça doit être une situation un petit peu compliquée quand tu attaques à leur place. Parfois même ils peuvent pas te détester, mais enfin t'en vouloir de faire ces actions-là. Comment toi tu le vis? Comment est-ce que voilà, ça doit pas forcément être toujours évident. Ben, il faut être bien sûr et il faut être bien clair, quoi. Dire, mais voilà, quand ils disent non, mais moi je veux mes parents pas d'argent, je veux pas demander des dommages et intérêts, etc. Mais c'est pas toi qui décides, voilà. En revanche, je suis ton porte-parole si tu veux dire quelque chose de particulier. On peut même dire à l'audience, soit nous, soit l'avocat, que toi tu souhaitais pas demander des choses parce que tu voulais pas mettre tes parents en difficulté. Et donc voilà, c'est nous qui prenons la décision juridique et qui mandatons l'avocat. Donc voilà, on part du principe qu'ils ne se rendent pas forcément compte et qu'il faut bien... et puis c'est surtout pour l'avenir, pour les autres enfants, voilà, bien casser cette chaîne et leur dire ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est dans la loi, ce qui ne l'est pas, que ça soit bien clair, enlever toute cette confusion. Mais je trouvais que ça ressemblait un petit peu à un rôle de parent dans le sens où parfois tu prends des décisions pour tes enfants, eux ne le veulent pas, mais tu sais que c'est pour leur bien, en gros. Et du coup, ça me faisait beaucoup penser à ça. Et à l'inverse, est-ce que parfois des enfants te disent merci? Est-ce que tu as des retours? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'importance du rôle que tu as joué? Alors, ça, je ne sais pas parce que, bon, pas forcément ce qu'on aime bien, c'est quand on a géré les fonds et qu'on leur remet à leurs 18 ans et qu'on voit qu'ils ont avancé dans leur vie. Et puis, on essaie surtout voilà, de leur donner des messages de reconstruction possible. On les voit surtout dans l'émotion. Ce qu'on voit plus, c'est le soulagement après le procès et l'évolution, c'est-à-dire qu'au final, ils sont contents qu'il y ait eu ce procès, etc. Et ils ont vu qu'ils avaient avancé. Voilà, de les voir un peu parce qu'au début du procès, on les voit s'enfoncer. Les jeunes filles qui ont été violées, on les voit prendre beaucoup de poids, être encapuchonnées, tout en noir, etc.
Et puis petit à petit, on voit qu'elles reprennent un peu de la vigueur, de la confiance, tout simplement. Et c'est aussi de leur dire, parce que les parcours sont quand même relativement similaires, de leur dire, bon, bah, ça va être très douloureux, c'est des étapes, c'est pas facile, on va encore charcuter, etc. Mais tu vas voir, à la fin, c'est quand même nécessaire, c'est important, etc. Ce qui est bien, et on n'arrive pas toujours à l'obtenir, c'est quand les auteurs peuvent dire pardon à l'audience. En fait, les enfants, ils demandent surtout ça. Mm. C'est surtout ce dont ils ont besoin, donc il faut aussi que les auteurs l'entendent, parce que ça change tout. Ça change tout pour eux parce que ben voilà, c'est énorme et c'est une des clés de leur reconstruction. Alors que si les parents continuent à les enfoncer, et ben voilà, ils amputent la reconstruction de leur enfant, mais la reconstruction est possible, bien sûr. Bien sûr. Et ça arrive souvent, ça, ce pardon? Non, non, ça arrive pas toujours. Ça arrive pas toujours. Mm. Non, non. Et alors, est-ce que tu gardes des contacts après avec ces enfants? Pas forcément comme d'un tuteur, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, mais par contre, est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que... Non, on n'a pas de nouvelles parce que le suivi il est vraiment ponctuel. Donc, non, on n'a pas de nouvelles. On essaye de semer, que ça porte ses fruits, mais on n'a pas de nouvelles. Non, non, au fur et à mesure. Et puis, on enchaîne après les dossiers. C'est un peu dur à dire, mais ça reste aussi des dossiers juridiques à traiter avec des échéances. Alors, c'est évidemment, derrière, c'est un enfant, mais c'est aussi ça. Ok. Donc c'est pas frustrant effectivement parce que finalement t'es dans l'action du dossier suivant quoi. Enfin, et tu sais qu'il y a un autre enfant à protéger quoi. Et puis le fait qu'il y ait un dossier entre nous fait que et des questions juridiques fait que c'est peut-être moins lourd que voilà que si on avait vraiment à le suivre en continu. Puis encore une fois, on ne sera pas son premier, c'est pas nous qui l'appellera en premier. Ouais. Donc puisqu'on le voit trop peu. Parce que justement, j'avais effectivement une question sur est-ce que c'est pas dur de se séparer de l'enfant après, mais donc du coup, il y a cette distance qui se crée par le fait que d'abord tu n'es pas le tuteur et tu gères son dossier, quoi. Même si c'est Ouais. un enfant, ok. Et puis ce qu'on essaie de faire, parce qu'on a des dossiers quand même qui sont particulièrement lourds, on est une équipe déjà plutôt de femmes plutôt joyeuses, je dirais. Et on a un local professionnel, un local associatif, alors qu'on ne peut pas utiliser avec le confinement. Mais du coup, voilà, on se rend dans ce local. Et quand on ferme la porte, ben voilà, on passe à autre chose, même si on reçoit chez nous des appels d'éducateurs, de choses comme ça. Mais le fait d'être en groupe, donc on peut se relayer, on peut rigoler au milieu, etc. Et puis le fait d'être dans un local associatif. C'est vrai qu'à un moment, moi, on l'a fait à plusieurs, donc pour une association qui s'appelle l'ADSEA, qui est une association départementale, qui a décidé d'arrêter ce service parce qu'elle estimait que ce n'était pas assez rentable. Donc, on a fait habiliter une autre association pour pouvoir continuer à exercer cette mission, mais à aucun moment, j'ai envisagé de me faire habiliter en personne physique et de le faire de chez moi avec un bureau parce que là, ça serait trop lourd, je pense, trop difficile. Il faut avoir les astuces pour bien couper, bien basculer d'un monde à l'autre et puis voilà. Prendre un peu de recul. C'est vrai que c'est toujours compliqué de garder cette distance parce que comme tu disais, effectivement, c'est les enfants en face, donc ça touche une corde qui est extrêmement sensible, pour peu qu'on soit maman ou pas d'ailleurs, je pense. Mais et c'était justement une de mes questions, c'est comment tu fais pour pas te laisser déborder par ces histoires, pour pas te laisser entraîner dans cette tristesse, même plus globalement dans une vision de vie où tu as l'impression que tous les parents sont mauvais parce que tu vois que ça quoi tous les jours. Je trouve ça compliqué de pas non plus avoir une vision toute noire de la vie, ne pas transmettre aussi cette peur que tu as à tes propres enfants. Enfin, voilà, je trouve que c'est compliqué, quoi. C'est vrai que mes enfants, ils me disent, quand je leur raconte occasionnellement, pas tout le temps, ils me disent, mais tu vois que des cassos. Alors, c'est vrai que mais la justice, c'est beaucoup de ça.
Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'avant tout, cette fonction, elle est stimulante et on a l'espoir justement de ces enfants qui s'en sortent, qui soient placés, que du coup, ça soit une libération, qu'ils puissent éventuellement après trouver une famille d'accueil ou que, voilà, c'est ça, c'est l'idée. Moi, je crois profondément en la résilience. Je ne crois pas que malheureusement tout le monde puisse y accéder. Mais en revanche, c'est quand même le fondement de notre action, c'est de se dire il faut qu'ils s'en sortent, ces enfants. Donc, et il y en a qui vont s'en sortir. Alors, évidemment, on ne voit pas toujours, voilà, mais c'est ça ce en quoi on croit, en tout cas, en disant voilà, là, il faut qu'ils passent à autre chose. Et est-ce que tu as constaté une évolution en fait des cas ou des situations dans ton métier depuis ces dernières années? Oui, alors là, c'est bien, enfin bien entre guillemets, hein, toutes les affaires pédophilie qui éclatent, d'inceste, de pédophilie dans le sport, donc aussi au niveau religieux, etc. On se dit bon, ça va peut-être être éradiqué en partie, ce qui est une formidable avancée dont on se réjouit. Nous, en revanche, ce qu'on voit, moi, et ce qui m'inquiète, c'est l'inceste entre frères et sœurs, biologique ou non. Et évidemment, on est désigné pour ce type de dossier. Hein, typiquement, ça rentre totalement dans notre cadre d'intervention. Et ça, évidemment, il y a du tabou parce que c'est un enfant contre un autre, donc pour des parents, etc. L'horreur. Et ça, c'est pas un cas unique. Hein. On a plusieurs dossiers. Et puis, bon, ça va avec un certain nombre voilà, de carences éducatives, etc. Ça va, je pense que ça va rester un petit peu sous le couvercle pendant un moment, mais ça existe. Ça existe. Oui, mais est-ce que, moi je me pose toujours la question, y compris sur la pédophilie, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui ou c'est juste on a libéré la parole et que donc ça se sait plus, tu vois? Est-ce que ces cas-là entre frères et sœurs ont toujours existé, mais finalement les choses commencent à se dire, ou bien c'est nouveau parce que c'est lié à un phénomène, je sais pas, peut-être la pornographie aussi, vidéo, qui est de plus en plus vue jeune par les enfants, ou je ne sais quoi, ouais. Alors, la pédophilie, elle a toujours existé. Est-ce que le phénomène entre frères et sœurs, il a évolué? Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire exactement. En tout cas, c'est sûr que maintenant, on a plus d'outils pour communiquer, donc la parole se libère beaucoup plus facilement, et tant mieux, via les réseaux sociaux, etc. C'est une nécessité, hein, c'est bête de le rappeler, mais de parler, c'est une nécessité. Et nous, là, récemment, on a écrit à Adrien Taquet, qui est donc le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, parce on va y revenir. Nous, notre fonction, elle est faiblement indemnisée. On aimerait qu'elle soit professionnalisée. Et là, on essaye de surfer un peu sur cette vague en disant, mais il y a urgence. On est trop faiblement indemnisé, donc nous, on a toutes des activités en dehors. Les administrateurs ad hoc, ceux qui sont intéressés par ce créneau, aujourd'hui, ce n'est pas un métier, c'est plus une fonction, contrairement à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, contrairement à un éducateur. Donc, je trouve que ça serait très important, ça devrait être la priorité de la justice et du ministère de la Justice. Et puis, il faudrait qu'il y ait une formation parce que ça exige quand même des connaissances juridiques alors qu'ils sont accessibles. Hein, mais nous, pareil, on s'est formé sur le tas, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un vide juridique qui est, selon moi, inacceptable. Ouais, alors justement, c'était tout ce que je voulais. C'est une très bonne transition parce que je voulais qu'on parle justement de tous ces éléments très concrets, notamment la rémunération. Comment ça se passe? Ça semble très très léger et voilà, quel est le modèle de rémunération que vous avez et quel statut vous avez en tant qu'administrateur ad hoc? Alors, en fait, on est désigné par les magistrats, comme je te disais, donc on est prestataire de la justice. Donc, c'est le ministère de la Justice qui nous paye, c'est l'État. Donc, quand on a terminé notre dossier, on fait un rapport de fin de mission, on obtient une attestation du greffier, comme quoi on était bien à l'audience, etc. Et puis, on fait une facturation, on passe par un logiciel qui s'appelle Chorus Pro. Alors, c'est un logiciel général, hein, il y a aussi des traducteurs, des experts pour la justice qui passent par ce logiciel. Et on facture notre prestation
prestations. Mais c'est dérisoire. Une audience devant le tribunal pour enfants, c'est 75 €. Devant le tribunal correctionnel, c'est 100 €. Bon, une instruction qui peut durer 1 an, c'est 400 €. Donc, c'est pas possible de l'envisager aujourd'hui comme un métier à plein temps. C'est pas viable et ça me paraît pas normal. Et en 2007, avant les tuteurs, ceux qui s'occupent des personnes dont les facultés mentales sont altérées, eux, ils étaient salariés, mais petit à petit, ça s'est professionnalisé. Il y a un diplôme maintenant, justement, de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Nous, c'est pas du tout un diplôme. En fait, au départ, il faut faire un dossier de candidature auprès de la cour d'appel avec casier judiciaire, expérience dans la protection de l'enfance, lettre de motivation, etc. Bon, nous, dans notre équipe, il y a une éducatrice spécialisée et on est 3 juristes. Donc, et c'est que ces profils-là, où il peut y avoir, tu disais protection de l'enfance, donc est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, quel autre type de profil? Là, je formais des administrateurs ad hoc il y a une quinzaine de jours à Bordeaux. Il y avait notamment 2 anciennes cadres de l'aide sociale à l'enfance qui sont à la retraite. Voilà, donc parce qu'en fait, il faut aussi une disponibilité qui est relativement importante. En fait, c'est pas toutes les semaines tant d'heures. Simplement, quand on est convoqué par le juge d'instruction, on lui fait pas changer la date parce qu'on peut pas. Des assises, c'est 3 jours, jour et nuit. Donc, ça peut être lourd. Je parle pas même du psychologique, mais du matériel. Donc, il faut avoir un système d'organisation qui permet aussi de se relayer et d'être disponible, etc. Donc, et après, il y a aussi beaucoup de mandataires, juste pour terminer, de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, donc qui s'occupent de majeurs et qui prennent en plus des dossiers mineurs d'administrateurs ad hoc, mais sur lesquels ils ne gagnent pas d'argent. Mais donc, c'est vraiment pour moi, presque du bénévolat, effectivement, mais c'est compliqué, comme tu dis, de pouvoir mixer avec une vraie activité rémunératrice par ailleurs. Parce que si ça te demande d'être 100% disponible, comment tu fais si tu es avocat par ailleurs ou une autre fonction et tu dois te rendre disponible du jour au lendemain ou d'une semaine sur l'autre pour un procès, pour une audition. Enfin, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est assez compliqué, c'est un petit peu rock'n'roll, faut jongler, mais c'est pour ça que nous on a fait le choix et ça marche bien, hein, parce que ça fait 12 ans qu'on est ensemble, pour que ça soit pérenne d'un point de vue psychologique au niveau d'organisation, c'est d'être en équipe, donc pour pouvoir se relayer. Moi, quand je donne un cours, que je suis pas disponible, il y a toujours quelqu'un d'autre pour y aller et inversement, donc on n'a jamais eu trop de problèmes à ce moment-là. Mais vraiment, en tout cas, ça me semble important de dire que parce qu'il y a des personnes qui seraient vraiment intéressées pour aller dans ce genre de métier, il faut que ça se professionnalise, etc. Beaucoup plus, que ce soit pour les enfants, qu'il y ait plus de monde, parce qu'il y a une pénurie aussi d'administrateurs ad hoc. Hein, donc voilà. Donc c'est sûr que ça me paraît essentiel que ça puisse évoluer. Hein. Ok. Alors, justement, quelles sont pour toi les joies, les fiertés que tu as d'exercer ce métier ou pourquoi l'exerces-tu et voilà. Je l'exerce parce que je trouve que les enfants victimes au sein de leur propre famille, c'est la catégorie qui a le plus besoin d'être protégée. Et c'est aussi je trouve que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et je trouve que c'est à eux qu'il faut donner des références, des modèles. Et puis, il y en a qui seront peut-être détruits, mais si ça évite que les autres d'après le soient, etc., c'est aussi, en tout cas, on l'exerce tout avec passion. Et tous ceux qu'on a rencontrés, malgré les difficultés de la fonction, on est tous passionnés, investis, motivés, etc. Donc, c'est une belle fonction, c'est un beau métier qui est porteur d'espoir et en lequel on croit. Donc, ça, moi, ce que je trouve, c'est que c'est stimulant. Il n'y a aucun enfant pour lequel on n'a pas envie de se battre, en fait. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie au quotidien ? Dans ma vie au quotidien, moi j'ai toujours été dans le domaine de la protection de l'enfance. Hein, avant d'être avocate, j'étais partie en Roumanie dans des orphelinats. J'avais fait des stages un peu dans des structures pour enfants placés. Après, j'ai fait un master 2 en droit de la famille avec un mémoire justement sur les associations de protection de l'enfance. Et après, en tant qu'avocate, j'ai travaillé pour la présidente de la commission droits des mineurs. Donc, j'ai toujours été dans ce domaine. Et en fait,
regrette pas du tout le métier d'avocat et je suis très contente d'avoir que des dossiers en fait de mineurs victimes. Ça m'apporte le sentiment d'être utile, de faire des choses. C'est vraiment ce bénévolat entre guillemets plutôt qu'un autre parce que c'est là où je me sens vraiment le plus à ma place parce que je peux apporter mes connaissances juridiques, etc. Non pas que voilà, je me sens plus à ma place en faisant ça qu'en distribuant de la soupe ou des choses comme ça. Et encore une fois, c'est surtout que je considère que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc voilà. Ok. Et si des gens nous écoutent et souhaitent exercer ce métier, quelle qualité tu penses nécessaire, indispensable d'avoir pour l'exercer? Quelle qualité, je sais pas. Bon, alors il y a évidemment de l'humanité. Faut être tout, ça c'est assez naturel d'être touché par ce type de dossier, d'avoir la fibre. Hein. De même que nous, les avocats avec lesquels on travaille, ils ont tous cette fibre, c'est-à-dire qu'ils s'investissent. Et donc d'avoir l'appétence pour ce type de dossier. Et après, quand on a l'envie, ben c'est pas compliqué de se former. Mais mon conseil principal, c'est en revanche faites une équipe parce que comme je forme des administrateurs ad hoc, j'en rencontre par ailleurs et ceux qui sont isolés, c'est très dur. Donc voilà. Donc moi, mon conseil pour que ça tienne sur la durée, c'est de le faire à plusieurs. Et de toute façon, ceux qui viendront vers cette fonction, ils viendront parce qu'ils auront la fibre. Donc après, et c'est bien d'avoir une équipe complémentaire. Nous, Claire, qui est éducatrice, ben, elle va pouvoir apporter son éclairage. Les juristes en ont parfois un autre. Donc c'est important. C'est important. Okay. Bon, tu disais tout à l'heure aussi qu'il fallait quand même être sacrément pédagogue pour pouvoir expliquer à l'enfant toute la démarche aussi. Et pouvoir lui expliquer tout ce qui va se passer. Je crois que c'est quand même une dimension qui est super importante en termes de qualité, non? Faut pas se dire que c'est accessoire, effectivement. Et tout ce qui semble évident, il faut lui redire. Il faut lui redire. Et comme dans beaucoup de domaines, en fait, il a besoin avant tout, c'est d'être rassuré. Donc, de lui redire, même si c'est une évidence, c'est pas de ta faute. De lui redire, voilà, tu as bien fait, des évidences, mais qui sont loin d'être superflues. Et j'imagine que chaque mot est important quand tu les prononces. Hein. C'est parce que, mine de rien, l'enfant retiendra exactement tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qui peuvent énormément le marquer, donc tout ce que tu peux être amené à dire est essentiel, quoi. Oui, oui, oui. De même ce que leur disent leurs éducateurs, etc. Et puis voilà, encore une fois, la politique de protection de l'enfance ces dernières années, là, depuis 2016, où il y a une grande loi sur la protection de l'enfant, elle évolue avant. En France, on était dans une politique très familialiste, axée sur le maintien des liens du sang. Maintenant, on revient un petit peu dessus en disant, dans certains cas, la famille est toxique. Donc, c'est pas forcément positif de maintenir les liens. Donc voilà. Donc parfois, nous, on est un petit peu dans cette optique-là, contrairement aux éducateurs, en disant, écoute, là, ce qui s'est passé, c'est juste pas possible, c'est inadmissible. Donc voilà. On essaye de s'inscrire dans cette politique qui arrive un petit peu en France, derrière le Canada, etc., qui est arrivé parce que voilà, il y a eu des cas assez dramatiques, comme l'affaire Vanille en février 2020, cette petite fille qui a été placée, qui a vu sa mère lors d'un droit de visite et qui n'est jamais rentrée, qui a été retrouvée décédée. Donc c'est vrai qu'il faut arrêter de dire que les parents sont forcément bien. Alors, ils ont leurs excuses, hein, ils ont leur traumatisme, ils ont leur souffrance, il y a toujours des causes d'explication, mais parfois, ça peut être plus sain pour l'enfant et c'est vraiment même ce que disent même les enfants qui ont été placés, mais nous, on n'a qu'une envie, c'est d'être adoptés, c'est de ne pas les voir. Nos parents, peut-être viendra un jour où on aura envie, mais il ne faut pas croire que c'est toujours le souhait, ce n'est pas le but qu'on se fixe, en tout cas, forcément. Ça rejoint, j'ai interrogé une personne qui est assistante familiale, donc qui a accueilli des enfants, voilà, et qui expliquait que parfois le lien avec la famille était maintenu, mais que ça compliquait les choses, soit parce que après des droits de visite, les enfants revenaient extrêmement perturbés. Elle avait aussi le cas de figure d'une enfant dont les parents n'ont eu de cesse pendant toute la garde de la mettre en conflit
avec cette assistante familiale, en lui disant méfie-toi d'elle, c'est elle qui fait en sorte qu'on soit séparés, etc. Donc elle n'a pas réussi à nouer des liens avec cet enfant, parce qu'en fait cet enfant a été en conflit de loyauté pendant toute sa vie vis-à-vis de ses parents qui lui tenaient un autre discours. Et donc voilà, cet enfant, elle était ballottée, pas placée dans sa famille parce que ce n'était pas possible, et en même temps pas en capacité d'intégrer cette famille d'accueil parce que ses parents lui disaient que c'était à cause d'elle et que c'était la méchante, quoi. Et c'est compliqué, ça place l'enfant et ça parfois effectivement je pense que ça l'empêche d'avancer correctement, quoi. Voilà, ça l'empêche de grandir et puis de le remettre dans les mains de son bourreau. C'est vrai que c'est pas très logique, hein. Donc bon, après il y a plein de cas différents, hein. On peut pas faire de généralité, hein, évidemment, mais voilà. Nous en tout cas, voilà, on essaye c'est vraiment nous, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est pas l'intérêt de la famille forcément. Voilà. Ouais, je comprends. Alors est-ce qu'il y a quelque chose dans ton métier qu'on aurait oublié d'évoquer qui te semble important? Outre la dimension, non, on a parlé du fait que c'est très stimulant, c'est vrai que c'est très intéressant parce que juridiquement, on passe dans toutes les procédures, donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir ce contact, d'être dans le milieu judiciaire, que ce soit avec les magistrats, avec les avocats, donc c'est passionnant. Donc pour ceux qui voudraient s'y lancer, c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant. Aujourd'hui, il faut que le métier se structure plus parce qu'on est un peu des pions isolés. Donc, il y a cette fédération justement en Alsace qui essaye d'œuvrer un petit peu dans ce sens. Donc voilà, puis on apprend toujours beaucoup de choses parce que le droit, il évolue, hein. Donc, au fil des procédures, on continue à apprendre. Puis la justice, c'est quand même la vie aussi. Donc, c'est important de connaître comment ça fonctionne, de voir c'est un beau regard aussi, c'est un regard sur la société aussi. C'est important. On se sent vraiment dans le concret, dans un univers qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est important. Ok. Mais en tout cas, je sais que pour en avoir discuté avec toi il y a quelques semaines, voire mois, quand on a organisé cette interview, pour toi, c'était vraiment essentiel de pouvoir parler de ce métier, de le valoriser et d'apporter un message, en fait, effectivement, qui était celui du côté indispensable de ce métier et voilà, et tout ce qu'il pouvait apporter de beau et d'indispensable pour les enfants. Écoute, si toi c'est bon pour toi, si tu as l'impression qu'on n'est pas passé à côté, ce qui serait dommage. Écoute, je te remercie énormément, Dorothée. Est-ce que, avant de se quitter, je vais te demander de me lancer le défi de partir à la découverte d'un nouveau métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Et oui, et moi j'ai réfléchi, c'est justement, ça serait un président de cour d'assises ou une présidente de cour d'assises. J'en connais une qui est relativement jeune. Et parce que je trouve que c'est vraiment intéressant pour la société, même pour les non-juristes évidemment, de savoir comment on juge les crimes dans notre pays. Comment ça se passe, les délibérations, tout le procès, comment ça évolue. Donc, je trouve que c'est très important. Donc, je te donnerai ce contact. Et puis, si ça peut pas fonctionner, je connais aussi une procureure à la cour d'appel qui est passionnée de son métier. Donc, voilà, je trouve que la justice, c'est quand même assez passionnant et motivant. C'est chouette. Après, tout le monde peut assister à un procès de cour d'assises, hein. Tout le monde peut aller à une audience devant le tribunal correctionnel et je trouve que c'est formateur et qu'on se rend bien compte aussi, c'est une bonne température c'est intéressant, je trouve. Ok, génial, super métier. Écoute, je te remercie, c'est un beau défi. Avec grand plaisir. Bravo pour ton podcast et puis bonne continuation à toi, Julie, alors. Merci beaucoup et puis à très vite alors. Allez, au revoir. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre le métier d'administrateur ad hoc que Dorothée exerce. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!